Comme convenu, nous retrouvons Guy pour ses magnifiques explications sur les fromages belges et vous allez en apprendre beaucoup dans cet épisode 24. À toi Guy, merci. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Guy, à la fabrication du fromage? Bien sûr. On a mis la présure, on On a obtient le... donc le cahier qui est formé. Alors maintenant, on va devoir découper le cahier. Alors ça se pratique dans quasiment toutes les fabrications de fromage. La découpe, surtout pour les gros fromages en fait, hein. On va passer un coupe-cahier qui est généralement un ustensile, je dirais, manuel. Il y a parfois des machines qui le font. C'est un ustensile manuel qui est garni de fil. Alors on le fait à une reprise ou à plusieurs reprises, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que le cahier soit découpé en tout petits morceaux ou est-ce qu'on veut simplement faciliter l'égouttage du cahier? Alors, dans certains cas, on ne va même pas passer le coupe-cahier. On va, par exemple, dans le cas des camemberts, prélever le camembert, donc le cahier, le futur camembert, on va le prélever à la louche. Ça, c'est dans le cas où on fait encore le camembert de manière tout à fait traditionnelle. Moulé C'est à la la louche, louche. c'est moulé la à la louche, louche. c'est la louche qui va permettre de couper le cahier et c'est ultérieurement que le cahier va s'égoutter quand il sera dans le moule à camembert. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on fabrique les camemberts. Le disque de fromage, par la suite, il fait 4-5 cm de haut, mais le moule d'origine dans lequel on met le cahier, il est au minimum 4 ou 5 fois plus haut, hein. Et Oui. c'est le fait que le fromage va finir par s'égoutter, le cahier va s'égoutter, il va donc perdre son lactosérum, et on doit comme ça régulièrement, lorsque le niveau du fromage diminue, on doit constamment, je dirais à plusieurs reprises en tout cas, rajouter à la louche du cahier de manière à ce qu'on puisse arriver après à ce que le fromage ait le poids et les dimensions qu'on lui connaît habituellement. Et alors, des grandes firmes se sont dit, oui, mais bon, il y a une espèce de, comment dirais-je, d'authenticité quand on fait un camembert qui est moulé à la louche. Donc, des ingénieurs se sont penchés là-dessus parce qu'évidemment, le fromage moulé à la douche à la main, ça demande du personnel. On a inventé des machines qui avaient des louches et qui étaient capables de prélever le cahier et de le déposer toute seule dans les moules autant de fois qu'il était nécessaire. Comme quoi qu'on a pu garder sur la fichette moulée à la louche. Alors, on imagine naïvement qu'il y a un monsieur ou une dame qui prend des louches et qui fabriquent des fromages. Ben non, ce sont des machines qui le font avec des louches qui sont mécaniques. Donc, on va découper le cahier, hein, et alors à ce moment-là, le cahier va pouvoir donc s'égoutter beaucoup plus facilement. Et puis après qu'il ait été brisé le cahier, on va devoir l'égoutter. Alors, dans quasiment tous les fromages, c'est la même chose. On va donc mettre le cahier soit dans des moules perforés, qui vont permettre l'égouttage, soit éventuellement dans des étamines, ça dépend un petit peu des fromages, des étamines de petite ou de grande dimension. Alors, je vous donner un exemple. Lorsque, à titre, disons, fermier de petits cheptels, on veut fabriquer du fromage, qu'est-ce qu'on fait? On prend des étamines qui font à peu près, je dirais, 60-70 cm de côté, hein, et on met le fromage en fabrication à égoutter dedans. On replie les quatre coins, on les noue, on accroche ça à une S, hein, qu'on a pendu à un dispositif particulier et le cahier va s'égoutter naturellement. Dans le cas de la fabrication de gros fromages de type Emmental, par exemple, ou de type Gruyère, toute la traite du jour, voire de plusieurs jours, est chauffée, hein. Parfois, c'est pour, disons, deux traites qu'on va chauffer de lait, parfois même peut-être plus. On va donc chauffer ce lait dans des immenses bassines, dans des immenses cuves, hein, qui font, je dirais, parfois de l'ordre du mètre cube et plus. En Et puis, cuivre, je dis. en cuivre, hein, et puis le fromager, à l'aide d'une immense étamine et d'un geste tout à fait particulier, va arriver à glisser l'étamine le long des parois, je dirais, de la cuve qui a servi à chauffer le lait, Oui, et il arrive à ce moment-là à recueillir l'ensemble du cahier oui. dans une seule étamine de très très grande dimension, qui par la suite, bien entendu, est repliée et est souvent hissée, est souvent remontée à l'aide d'un dispositif mécanique parce que c'est extrêmement lourd. Et puis Oui, parfois chacune, même avec les dents seulement, et les parfois deux avec mains les et les dents, dents. et puis après, chacune des, je dirais, des étamines est posée dans un moule, hein, qui a la taille, par exemple, d'une roue d'Emmental, ou d'une roue de Gruyère, ou d'une roue de Comté, et puis elle est pressée progressivement jusqu'à ce que le cahier devienne suffisamment solide pour être manipulé. Donc, ça, c'est l'égouttage. Alors, il y a la mise en moule, hein, dont je viens d'en parler un petit peu. Mais la mise en moule, c'est la mise en moule aussi bien pour les petits fromages de chèvre que pour les camemberts, que pour les brilles,
que pour le Herve. Quoique le Herve n'est pas mis en moule, mais ça, j'en reparlerai quand on parlera de la fabrication du Herve. Mais en tout cas, on va lui donner une forme. Et puis alors, on va le presser. Alors, le pressage, ce n'est pas toujours le cas pour tous les fromages. Il y a des fromages qu'on va laisser égoutter naturellement, et puis il y a des fromages qu'on va presser. Oui. Alors, le pressage du fromage, on le retrouve souvent dans son appellation familiale. On va dire fromage à pâte demi-dure non cuite, mais on dit également fromage à pâte pressée. C'est un terme qu'on retrouve, et tous les fromages n'ont pas une pâte pressée, mais le fait de presser le caillé va faire que le caillé va sécher, va se concentrer beaucoup plus rapidement que si on attend tout simplement que le caillé descende naturellement dans son moule. Alors pour faire simple, on dira que tous les fromages à pâte molle sont plutôt non pressés et que les fromages à pâte demi-dure ou à pâte dure sont des fromages pressés. Alors, il y a le salage. Alors, le salage, il y a plusieurs manières de saler. Il y a soit un salage qui se fait dans la masse, soit un salage qui se fait par la suite en surface. Surface, oui. Alors, le salage en surface, on peut le pratiquer à sec ou en saumure. De nouveau, ça dépend des fromages. Et on peut également ressaler au moment où on lave les fromages. Je vais prendre le cas des fromages qui sont dits à pâte lavée. Eh bien, c'est très souvent un brossage qui est fait pour enlever les bactéries superficielles, mais qui est fait avec de l'eau salée. Le fromage de Herve, pour reprendre cet exemple-là, est un fromage qui est, au cours de son affinage, ressalé parce qu'on va le brosser avec de l'eau qui est une saumure en réalité. Alors après, étape extrêmement importante, qui n'est pas toujours celle qui est réalisée par celui qui a fabriqué le fromage, c'est l'affinage. Mm. Alors l'affinage est aussi important que la fabrication du fromage lui-même, parce que l'affinage va déterminer et le goût, et la couleur, et même la texture du fromage. Et ça se fait, je dirais, par des maîtres affineurs. Bon, ça peut se faire, je dirais, à toute grande échelle, hein. On va prendre le cas, je dirais, par exemple, du comté, dans l'est de la France. Il est affiné, entre autres, dans un ancien fort, dans les couloirs, dans les souterrains de cet ancien fort. Et si on va en Émilie-Romagne, là où on produit le parmesan, eh bien, il est affiné non plus dans des caves, mais dans des entrepôts qui sont réfrigérés, au point que les fromages ayant tellement de valeur, ils peuvent servir, je dirais, de caution. Mm. Lorsque une entreprise veut aller à la banque demander de l'argent, elle peut faire ceci, elle met ses fromages en caution. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Oui. Pourquoi? Parce que les vieux parmesans, ils ont plusieurs années et ils valent énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle le parmesan est un fromage, le parmesan et tous les fromages apparentés, c'est la raison pour laquelle ces fromages-là coûtent énormément d'argent et se vendent très cher au kilo, parce qu'ils ont des années, parfois donc pas seulement des mois, mais des années d'affinage derrière eux. Donc, ils concentrent énormément de matières grasses, énormément de protéines, et ça a de la valeur tout simplement. Ça a du goût surtout, oui. Ça a du goût, mais ça a de la valeur qui est importante. Voilà, donc on a parlé de l'affinage, et puis alors lorsque le fromage a été affiné et qu'on juge qu'il est apte à la consommation, eh bien on peut le commercialiser, et il peut toujours être affiné chez un fromager. Il y a donc des fromagers affineurs qui achètent des fromages, je dirais, jeunes, qui en vendent une partie lorsqu'il est jeune, qui laisse affiner une autre partie et qui le vendent quand il est mi-vieux, et puis qui continue à affiner et qui le vendent quand il est vieux ou qu'il est dit vieux. Voilà. On avait fait un épisode comme ça sur les fromages qu'on peut affiner soi-même, que tu affinais avec des pâtes de truffes, etc. Ah non, ça c'est autre chose. Ce sont des fromages affinés transformés, ça. Voilà. Alors le fromage est déjà affiné, mais par contre on peut lui donner une typicité et un goût particulier. Hein, effectivement, il y a en Belgique un fromager qui est réputé pour ce genre de choses, qui est Jackie Cange, que je connais pas mal. J'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Maintenant, son fils a repris le flambeau. Et alors, il était extrêmement connu. Il travaillait avec les plus grands restaurants étoilés de Belgique et d'autres. Il avait une fromagerie. Actuellement, je sais qu'il existe toujours sous forme de, je dirais, d'aubettes de marché, donc d'étals de marché, où il vend ses produits. Et alors, sa spécialité, c'était effectivement, outre le fait de vendre des fromages qui étaient déjà, je dirais, clés sur porte, hein, comme le Herve par exemple, il avait une cave d'affinage et il surveillait, je dirais, de manière extrêmement précise l'évolution de ces fromages. Et puis, il transformait certains fromages dans une catégorie qui n'est pas une catégorie classique dans la famille des fromages, mais je l'aime beaucoup parce que je la pratique de temps en temps. Ce sont les fromages qui sont transformés. Alors, ils ne sont pas vraiment cuisinés, mais ils sont agrémentés. Alors souvent, ils sont agrémentés de manière interne.
non pas externes, ils sont agrémentés de manière interne. On peut donc les couper en deux ou en plusieurs épaisseurs et on garnit la coupe avec effectivement de la pâte de truffe. On remet le fromage, on peut faire ça avec du coulommiers, avec du brie, avec du camembert. On remet le fromage dessus et puis on le laisse pendant quelques jours, je dirais, de manière à ce que la pâte de truffe puisse donner son goût à l'ensemble du fromage. Et c'est vrai qu'on a quelque chose de très très bon. Alors il faisait ça également avec de la pâte de fraise ou de framboise. Il travaillait avec des concentrés évidemment naturels. Il coupait donc le fromage en deux. Il faisait ça souvent avec par exemple des fromages de type Bria Savarin ou bien du Chaours, qui est un fromage de Champagne, un fromage Oui, c'est aussi très gras. à pâte, oui, bien sûr, c'est un fromage qui est riche. Fromage donc à pâte molle et à croûte fleurie. Vous coupez le fromage en deux, vous mettez donc ce concentré de fraises ou de framboise, vous refermez le fromage, vous laissez de nouveau maturer quelques jours, et puis, je dirais, ce concentré va donner un rien, mais vraiment un rien de sucrosité au fromage, mais il va donner également son goût et son parfum. Et alors, c'est un fromage qui était souvent préconisé pour être donné ou servi à des dames. Alors, un petit truc comme ça, en passant, lorsqu'au restaurant, quand la mode du fromage est arrivée en Belgique, les restaurants ont voulu, se sont dit, tiens, on va le proposer, on va les mettre à la carte, ce qui est toujours très coûteux, hein. Je rappelle pourquoi, parce qu'un fromage, un plateau de fromage doit toujours être impeccable. Or, vous allez couper dans un fromage, il va rester pendant, je dirais, 1 heure et demie, 2 heures dans le restaurant. Il fait chaud, il fait parfois humide ou sec, ça dépend. À l'époque, anciennement, on pouvait fumer, enfin bref. Donc, un plateau de fromage, il perd de sa valeur quand il est resté dans un restaurant, dans une salle. C'est la raison pour laquelle, en principe, il n'est jamais présent au début du repas. On amène le plateau de fromage ou le chariot de fromage depuis l'office à partir du moment où une première table en demande. Et puis vous arrivez avec votre chariot de fromage, vous avez une table de 4 personnes, imaginons 2 couples, il y a donc 2 dames. Les messieurs souvent, ah oui, on va prendre du fromage pour terminer la bouteille de vin. Ça, c'est ce qu'on entend toujours, hein. Et puis on se rend compte qu'on n'a plus assez de vin pour terminer la bouteille, donc on en reprend une autre, hein. Bon, ça c'est souvent ce qui marche. Les dames, souvent, elles font attention à leur ligne. Elles ont déjà choisi des plats plus légers, une petite salade en entrée, une volaille après. Je caricature, mais on n'en est pas loin. Oh, non, le fromage, c'est Ça sent lourd, le c'est vécu. gras, ça sent. Oui, tout à fait. Bon, la dame, elle est toujours un petit peu plus réticente, hein. Pas toutes, mais elles sont souvent plus réticentes. Alors, quand on avait comme ça des fromages à finaux transformés, donc par exemple un fromage avec une petite ligne de fraises au milieu. Mais madame, il n'y a aucun problème. J'ai ici un fromage particulièrement léger, son goût n'est pas trop fort. Vous verrez, il est très crémeux, il ne sent pas. Et alors, il est parfumé à la fraise. Ah oui, j'ai envie de goûter. Paf, l'affaire était vendue, parce qu'il faut savoir que quand on vend du fromage au chariot, que vous en preniez un seul, vous en preniez 8, c'est C'est toujours le le même même prix. prix, hein. Oui. Donc, c'était une manière de faire passer le fromage aux personnes, je ne dis pas seulement les dames, mais aux personnes qui avaient quelques réticences, c'était de proposer comme ça des fromages à finaux transformés. Donc effectivement, ça sent le vécu. C'est Oui. le fruit de longues discussions avec Jackie Cange. J'ai une Alors, question. oui, Est-ce qu'il est indispensable que le fromage ou que le lait soit gras? Parce que il me semble non, avoir entendu pas du tout. qu'il y a des fromages à 0%. Exactement. Alors, je comptais en parler lorsque j'aborderai, si nous avons le temps aujourd'hui d'aborder le fromage de Bruxelles. Le fromage de Bruxelles donne l'impression d'être un fromage très gras, alors que Oui. c'est un fromage à 0% de matière grasse. Ah, Donc, il y a moyen de faire du fromage à partir de lait tout à fait écrémé. Maintenant, je vais vous parler justement, pour répondre à votre question, Marc, oui. je vais vous parler justement des différentes variétés de fromage qu'on peut trouver. Et nous allons donc OK. parler des fromages frais pour commencer. Donc, un Oui. fromage frais, c'est un fromage qui a été à peine égoutté, enfin qui a été égoutté, mais qui n'a pas eu de, je dirais, d'affinage particulier. Alors, vous avez les fromages maigres. Alors, un fromage maigre, il contient 20% de matière grasse au maximum. Mais attention, quand on dit qu'il contient 20% de matière grasse au maximum, il faut savoir de quoi on parle. Imaginons que vous preniez 100 grammes de ce fromage-là, vous n'allez pas avoir 20 grammes de matière grasse dans les 100 grammes de fromage. La matière grasse est toujours calculée sur ce qu'on appelle de l'extrait sec. Alors l'extrait sec, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous allez maintenant dessécher le fromage entièrement, vous allez lui enlever toute l'eau qu'il contient, et c'est sur ce qui va rester qu'on va déterminer la quantité de matière grasse.
Dans le cas d'un fromage frais qui contient encore 90 entre 80 et 90% d'eau, vous devez donc faire le calcul. À ce moment-là, ce n'est plus 20% de matière grasse qu'il contient pour 100 grammes de produits frais, ce n'est plus que quelques pourcents. Donc c'est trompeur, il faut bien se rendre compte que c'est trompeur. Alors, quand les gens voyaient, par exemple, on va prendre le cas d'un brie ou d'un camembert qui contient 40-45% de matière grasse, les gens ont commencé à lire les étiquettes. Et de nouveau, ce sont comme souvent les dames qui font les courses, elles ont commencé à pousser des hauts cris en disant « Mon Dieu, mais je n'achète plus de camembert, il y a 40% de matière grasse. » Or, le camembert, il contient encore à peu près 50% d'eau. Donc, en réalité, 100 grammes de camembert frais, prêt à consommer, ne contiennent pas 40% de matière grasse, mais en réalité 20 grammes pour 100 grammes. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, beaucoup de marques de fromage ont ajouté, en outre de la législation, ont ajouté le taux réel. Et à ce moment-là, on dit 20%, enfin, mettons 40% de matière grasse sur extrait sec, ce que les gens ne comprennent pas beaucoup, mais on dit à ce moment-là 20% en réalité. Donc, vous avez souvent maintenant une analyse détaillée où vous avez ce que le produit contient pour 100 grammes, qui se trouve à Ouais. part. Et on vous met protéines, telle quantité ou tel pourcentage, et on vous met matière grasse, tel pourcentage. Et dans le cas du camembert, vous vous rendrez évidemment compte que les 40% de matière grasse sur extrait sec qui sont mentionnés quelque part deviennent 20% sur 100 grammes, 20 grammes sur 100 grammes. Donc, il ne faut pas se tromper quand on dit X% de matière grasse, c'est toujours sur extrait sec. Donc, les maigres, c'est moins de 20% de matière grasse sur extrait sec. Les demi-gras, ben, eux, c'est situé entre 20% et moins de 35% sur la matière sèche. Vous avez des fromages gras qui, eux, contiennent au minimum 35% de matière grasse. Vous avez des fromages dits crème qui, eux, contiennent 45% de matière grasse, toujours sur extrait sec, je le rappelle. Vous avez des doubles crèmes qui contiennent au moins 60% de matière grasse sur extrait sec, et vous avez des triples crèmes qui, eux, contiennent au moins 75% de matière grasse sur extrait sec. Alors, les fromages double crème et triple crème, ce sont des fromages de type explorateur, par exemple. L'explorateur, qui est un fromage extrêmement gras, mais extrêmement riche en bouche, extrêmement suave, extrêmement doux. Donc, ça marche aussi avec les fromages. La crème, c'est mauvais dans ce qu'il n'y en a pas. Exactement, c'est exactement la même chose. Alors, Alors, pour fabriquer... Oui, Guy, pardon, l'explorateur, c'est un fromage qui vient d'où? c'est un fromage français qui jadis était produit dans 2 laiteries. Je pense qu'il y en avait une qui se trouvait du côté de la Normandie et une autre du côté de la Champagne, dans ce coin-là, de mémoire. Je connais pas. L'explorateur, alors c'est un Ouais. fromage qui a un diamètre d'à peu près, je dirais 7-8 cm pour une hauteur, je dirais de 4 Il est très cm. connu en Belgique, en tout Il est cas. très connu en Belgique. Et alors, il y a une étiquette sur le fromage. Avec une fusée. Il y a une étiquette dorée avec une fusée, genre fusée de Tintin sur la Lune. D'accord, je vais C'est regarder. un fromage français. Il est très crémeux. Très crémeux. Mais alors, chez nous, il est extrêmement connu, l'explorateur. Oui. C'est un fromage de laiterie et c'est un fromage relativement moderne. Je pense qu'il date des années 50, 60, comme ça. Il n'a pas changé d'étiquette depuis. L'étiquette est toujours dans le même style, Expo alors, 58, comme ça. Et il ressemble un peu comme ça au Bria Savarin, pour donner un autre fromage. Oui. Et alors, il y a un fromage qui, je crois, n'existe plus, qui ressemblait également très fort. On l'appelait Monsieur Fromage. C'est aussi un fromage français, je pense, originaire de Normandie. Mhm. Oui, mais l'explorateur est vraiment un fromage qui est extrêmement connu chez nous. Alors, il a une croûte extrêmement veloutée, comme ça. Je vois ça. Très poilu, comme ça, blanc, mais très dufteux, très dufteux. Oui. Qui doit vieillir de manière très sympathique. Oui, tout à fait. Mais on le mange, il est bon tel qu'il est, je dirais tel qu'il est commercialisé. On peut laisser vieillir un petit peu, mais il est extrêmement bon tel qu'on le commercialise. Et alors, il y a un fromage qui ressemble beaucoup, et je me demande si ce n'est pas la même laiterie qui le fabrique. Je pense que j'ai déjà été fureté sur Internet. C'est le délice de Bourgogne. Oui. Le délice de Bourgogne, c'est un fromage qui est donc en plus grande dimension, parce que lui va faire plus ou moins 15 cm de diamètre pour une dizaine de centimètres de haut. C'est un de mes préférés. Et il ressemble finalement à un explorateur, mais en grande dimension. C'est un fromage génial. D'accord. Eh bien, j'apprends des choses. Eh bien, voilà. Alors, nous venons de parler des fromages frais, mais il y a évidemment les fromages fermentés. Et alors, dans les fromages fermentés,
on trouve 3 types de fromages. Il y a les fromages à pâte molle et croûte lavée. Alors, dans les fromages à pâte molle et croûte lavée, on va trouver le maroilles, on va trouver le pont-l'évêque, on va trouver le livaro et on va bien entendu retrouver le fromage de Herve, qui est notre grand fromage belge. Mais il y a également des fromages de marque qui sont apparus un petit peu plus tard. Il y a par exemple le trou de sauté et le bout de fagne, hein, qui sont produits dans la partie wallonne de la Belgique et qui sont des fromages de ce que j'appellerais de petites laiteries. Ah oui. Ce sont des fromages, je vais dire, qui n'ont pas, je dirais, la gloire du Herve, mais qui ressemblent par leur fabrication et qui sont des fromages parfois qui sont ronds plutôt que d'être cubiques, pour prendre cet exemple-là. Donc ce sont des fromages à pâte molle, un peu comme le brie ou comme le camembert, mais vis-à-vis desquels on a empêché, je dirais, toute floraison extérieure. Donc le but était d'empêcher que des moisissures ne viennent, du pénicillium ne viennent à donner, je dirais, une fourrure blanche au fromage. Alors, il y a également le fromage de Bruxelles qui fait partie de cette catégorie-là, alors que j'ai pensé pendant très longtemps que le fromage de Bruxelles est un fromage frais un peu affiné. En fait, pas du tout, mais j'en reparlerai en détail si on a le temps. C'est un fromage qui nécessite, le fromage de Bruxelles, qui nécessitait, dans ses versions, je dirais, originelles, il nécessitait 4 mois de préparation. Ah oui. Or, 4 mois de préparation pour un fromage frais, on se rend bien compte que ce n'est pas vrai, donc c'était un véritable fromage affiné. Alors, il y a également les fromages à pâte molle et croûte fleurie. Alors, bon, en France, vous avez comme fromage de ce type-là, évidemment, le brie et le camembert, hein, Oui, qui sont des fromages à pâte molle, croûte Le fleurie, coulommiers. le coulommiers, enfin tout ça. Ouais. Et alors, chez nous, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des fromages qui s'appellent le Prince Jean, qui s'appellent le Bouquet des Moines, qui s'appellent la Fleur des Fagnes. Ce sont donc des fromages qui ont des formats différents et qui ont été un petit peu bâtis sur le modèle des brie et des camemberts, ben, pour justement devenir des fromages locaux. On va prendre le cas du Bouquet des Moines. C'est un fromage qui est réalisé par la Société coopérative de Herve et qui tire son nom avec l'accord des moines, mais qui ne sont plus là maintenant, d'une abbaye qui est l'abbaye de Val-Dieu, hein. Et alors, on dit que jadis, dans cette abbaye, qui est une abbaye néogothique, mais qui est quand même plus ancienne, enfin l'église est néogothique, que les moines fabriquaient déjà des fromages. Et c'est un phénomène assez courant en la Belgique. Il y a énormément d'abbayes, que ce soit des abbayes de Prémontré, de cisterciens ou d'autres. Et ils faisaient de la bière et du Ils fromage. faisaient de la bière et du fromage. Il faut du champagne. Ou du champagne, dans le cas de la Champagne à Auvilliers. Mais dans le cas de la Belgique, il y avait des abbayes qui étaient extrêmement importantes. Il y avait entre autres l'abbaye de Villers-la-Ville, qui est en ruine maintenant. Nous devons ça. Dieu nous en. Ça nous a rendu malheureux aux révolutionnaires français. Hein, quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont décidé d'annexer les Pays-Bas autrichiens. Ils ont Pour des brûlé toutes les raisons abbayes. politiques. Ils ont pillé toutes les abbayes, ils ont emmené les toiles qui se trouvaient dans les églises et dans les palais épiscopaux, ils ont emmené ça au Louvre à Paris, hein, et ils ont mis le feu aux abbayes. Donc évidemment, nous avons toute une série d'abbayes qui sont en ruine, et l'abbaye de Villers-la-Ville était une des plus importantes et des plus riches. D'après les chiffres que j'ai, elle a compté jusqu'à 1800 moines à une époque. Ah oui. Il fallait donc bien, nourrir tous ces gens-là. Elle est dans la banlieue de Bruxelles en plus. Oh, oui, mais enfin, dans la toute grande banlieue, hein. Elle est plus près de chez moi que de Bruxelles, en fait, hein. Mais donc, cette abbaye qui mérite d'être visitée, eh bien, il fabriquait de la bière, qu'on a d'ailleurs encore toujours, mais la bière est passée, bien entendu, sous une dénomination, je dirais, et sous une fabrication surtout laïque. Et alors, par contre, le fromage, je ne sais pas s'il existe, il faut que je vérifie un fromage de Villers-la-Ville, mais par contre, pour beaucoup d'autres abbayes, il y a un nom qui est attaché comme ça. Il y a l'abbaye d'Orval, il y a l'abbaye de Lèves qui faisait du fromage à une époque. Rochefort. Il y a Rochefort, bien entendu, qui continue toujours, hein. Il y a Maretsou. Alors, bien entendu, à Maretsou, c'est une abbaye qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle date, je pense qu'elle date du 19e siècle. Mais par contre, à Maretsou, le fromage est toujours affiné dans les caves de l'abbaye. Ça, c'est toujours le cas. Mais les moines ne les fabriquent plus. Parce que souvent, un fromage va être dépendant, le goût du fromage va être dépendant de la bactérie naturellement présente. Oui, aussi. Présente dans l'air. On a le même principe avec les bières. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit, bon, le fromage, comment est-il possible que l'on ait autant de diversité de fromage avec du lait et de la pression? Alors, c'est quand même magique. J'explique. Et ça aura de l'importance pour un des fromages dont je compte parler. Il y a d'abord la variété, la race de la vache, hein.
Alors maintenant, beaucoup de vaches dans nos pays, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, beaucoup de vaches traditionnelles, de vaches locales, ont été remplacées par des Holstein. Oui. Alors là, Holstein, c'est la race Pied Noir, qui est une vache qui est extrêmement productive en lait. C'est une vache qui ressemble à un porte-manteau tellement elle est maigre. Par contre, elle a des pieds comme 5 pastèques, quoi. Donc, ce Oui. sont des vaches qui sont originaires du nord de l'Allemagne et du Danemark, donc du Schleswig-Holstein. Elles ont donné leur nom à la race de la vache. Et ça s'est fait au détriment, par exemple, des pies rouges flamandes. Ça s'est fait au détriment de la normande. Ça s'est fait au détriment, je dirais, de la blanc-bleu belge d'origine, par exemple, et de toute une série de races mixtes comme ça. Il y a que la France, enfin la France réussit quand même pas mal à préserver son cheptel. Oui, c'est ce que j'allais dire. En Oui. Normandie, il y a encore beaucoup de vaches normandes, même si elles ne sont pas, je dirais, seules. On trouve en Normandie des vaches blanches et noires. Oui. Dans l'Auvergne, on trouve encore la Salers et le Absolument. fromage du même nom Bien ne sûr. peut être fabriqué qu'avec du lait d'une vache C'est vrai. Salers. Oui, oui, Mais absolument. malgré tout, pour des raisons de rentabilité, dans beaucoup d'endroits, on a pris des vaches qui étaient meilleures productrices de lait. Alors, il y a aussi la Jersiaise, hein, qu'on trouve sur l'île de Jersey et peut-être Mhm. même un petit peu en France, dans la région, en Normandie. C'est une vache qui est toute petite. C'est vraiment un tout petit gabarit. Elle me fait penser un petit peu, cette vache-là, au chat siamois finalement. Elle a un Mhm. museau qui a une couleur différente du restant de la robe. Par contre, elle est extrêmement bonne laitière, la Jersiaise. Ouais. C'est une vache que j'ai connue aussi personnellement, si je peux employer ce terme-là. On veut Oui, pas oui. savoir. Si, elles sont très sympathiques, elles sont très gentilles. Alors, vous avez également des fromages à pâte molle, fraîche, fermentée et sans croûte. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fromages-là? C'est ce qu'on appelle en Belgique les boulettes ou les cassettes. Ah oui. Donc, ce sont des fromages qui se présentent sous forme de... Comment expliquer ça? Généralement la taille d'un point d'homme, hein, comme ça, Oui. sous forme de fromage légèrement ovalisé, un petit peu aplati. Il y a Mm. plusieurs manières de les fabriquer. Certains sont empressurés, d'autres ne le sont pas. Certains sont salés, d'autres ne le sont pas. Mais ce sont des fromages qui sont d'ailleurs toujours restés extrêmement populaires et qui sont à la base de toute une série de recettes dont j'ai vraiment envie de vous parler. Mm. Alors on trouve comme ça la boulette de Huy, la boulette de Namur, la boulette de Romeden, alors la Becce de Nivelles, la Cassette de Beaumont. Je vous cite ici toute une série de localités en Wallonie, parce que ce sont des fromages qui étaient surtout des fromages wallons, ceux-là, tous ces fromages particuliers. Et on les utilise encore non seulement dans des recettes traditionnelles, mais également on les trouve parfois en grande surface, en tout cas dans les régions avoisinant leur région de production. Alors ce sont vraiment des fromages de tradition et des fromages séculaires, parce qu'on peut remonter par des écrits qu'on trouve très très loin dans le temps où ces fromages sont cités. Alors ce sont des fromages qui sont très souples, hein, puisqu'évidemment on peut les consommer, manger, donc en les mangeant sur le pain. Hein, et alors ils collent un petit peu comme ça au couteau quand on les coupe. Ce sont des fromages qui adhèrent au couteau, ce qui n'arrive pas quand on coupe par exemple, je dirais, un fromage à pâte plus dure. Alors vous avez des fromages qui sont extrêmement populaires, et ça depuis aussi des siècles. Ce sont les fromages à pâte demi-dure non cuite. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fromages-là? On va retrouver essentiellement tous les fromages dits d'abbaye. Alors ce sont des produits qui doivent contenir au minimum 10% de matière grasse sur extrait sec. Hein. Et alors, le poids de l'eau dans la matière grasse, donc le poids de l'eau ne peut pas dépasser 47% et il doit être de toute façon inférieur ou égal à 72%. Donc, je me suis mal exprimé, il faut que l'eau soit présente entre 42 et 72%, donc au niveau du poids total du fromage. Mm. Alors, on retrouve évidemment le Saint-Paulin, et comme je l'ai dit, le Saint-Paulin en Belgique est un nom de famille Mm. pour tous ces fromages-là. Donc, Mm. indépendamment du véritable Saint-Paulin, qui est un fromage originaire de France, bien entendu. Mm. Donc, sous cette dénomination, on trouve souvent, donc je disais, tous les fromages d'abbaye. Et alors là, on en produit énormément parce que c'est quasiment le fromage qu'on produit le plus, c'est celui-là. Alors, il peut être soit de petites laiteries, soit de laiteries plus importantes. Et alors, pourquoi est-ce qu'on en produit autant? Parce que c'est un fromage qui a multi-usage. On peut le consommer
comme fromage de table dans un plateau. On peut le consommer comme fromage de petit déjeuner ou de goûter parce qu'on peut le couper en tranches. Et alors, il y a chez nous une tradition qui n'existe pas vraiment en France, je pense, c'est de consommer des fromages en dés lorsqu'on boit des bières spéciales. Ah oui. Je ne sais pas si ça Oui. se fait en France. Ah, il y a un péricube. Oui, oh oui, mais ça c'est un fromage fondu, allez, bon. Oui, oui, non, mais Oui. voilà, Il en y a la même. péricube. Mais en Oui. fait, chez nous, il y a ce qu'on appelle les bières d'abbaye et puis il y a les bières trappistes. Alors, il Ah y a un petit oui. paradoxe, c'est que les bières trappistes, elles doivent être produites uniquement dans des abbayes et avoir toujours la supervision des moines. La Au supervision, moins de pardon, des moines. trappistes. Il faut que ce soit Des 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 moines 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 trappistes. 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 Il Ouais. faut que ce Hein. soit des trappistes. Bon, Ouais. Voilà. De alors, l'ordre des trappistes. de l'ordre des trappistes. Donc, il y a par exemple l'abbaye de Rochefort, l'abbaye de Westmalle, de Westbleteren, d'Orval, de Chimay et d'Achel, dont je reparlerai plus tard, et qui produisent encore donc de la bière trappiste. Il y en a quelques-unes dans le monde. Avant, il n'y avait que les Belges qui faisaient ça. Il y en a une ou deux aux Pays-Bas. Je crois qu'il y en a une ou deux en Autriche. Il y en a maintenant aux États-Unis. Et la France a commencé à savoir que l'abbaye du Mont-des-Cats commercialise une bière. Et il y a toujours donc des moines à l'abbaye du Mont-des-Cats. Mais il faut savoir que c'est une bière qui n'est pas fabriquée par eux, mais qui est fabriquée, là, ils trichent un petit peu, par les moines de l'abbaye de Scourmont, donc la Chimay. Hein. Mais par contre, elle a une étiquette qui s'appelle bière du Mont-des-Cats, mais elle est commercialisée donc en France, mais fabriquée en Belgique, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on met avec les fromages, qu'est-ce qu'on met, pardon, avec ces bières-là? Non pas du fromage comme vous pourriez le croire, mais on met des biscuits salés. Alors, Ah vous oui. allez me dire, mais avec quoi mettons le fameux fromage coupé en morceaux? Eh bien, on le met avec ce qu'on appelle les bières d'abbaye, à ne pas confondre avec les bières trappistes. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bière d'abbaye, d'après vous? Moi, je sais, je laisse Ouais. Claude. J'imagine que c'est fait par des gens qui ne sont pas forcément moines. Exactement. Ah, En réalité, les abbayes ont vendu leur nom commercial à deux grandes marques brassicoles. Et l'exemple le plus couru, c'est la bière de Leffe de l'abbaye de Leffe. ah oui, Oui. oui, oui, Alors, oui, absolument. l'abbaye de Leffe, elle existe encore. Je Ouais. connais certains moines de l'abbaye de Leffe et j'y ai été à plusieurs reprises pour toutes sortes d'occasions. Et ils avaient comme ça jouissance, je dirais, de Il touche des pas mal, royalties. oui, il y avait jouissance des royalties, mais également de pas mal de casiers de bière qui leur étaient offerts pour leurs invités, Mhm. parce qu'ils avaient vendu Mhm. leur nom d'abbaye, leur nom de bière, à une grande marque qui s'appelle InBev Interbro, donc AB Ouais. InBev. Alors Mhm. bon, c'est l'ancienne Interbro belge qui est devenue maintenant une multinationale mondiale et qui est devenu le plus grand groupe brassicole mondial. Hein. Il a donc l'abbaye de Leffe dans son escarcelle au niveau du nom d'un de ses produits. Et ça se décline maintenant. Il y a la blonde, il y a la brune, Ah bah il y oui, a non, de Triple. l'ambré, il y a de la triple, il y a de la double, il y a oui, la rubis, enfin, il y a même maintenant une blonde sans alcool qui est très bonne par ailleurs. oui. Alors vous avez une Oui. autre abbaye qui est l'abbaye de Maretsu qui fabrique toujours du fromage. Ah. Alors, elle ne fabrique plus de bière, mais elle a vendu son nom commercial, à une brasserie qui se trouve donc pas loin d'Anvers, pas loin de Saint-Nicolas, en fait, dans le nord du pays, et qui produit également une autre bière qui s'appelle la Duvel. Hein. Et comme ça, on peut citer, il y a également, Il y a la euh, ciné, il y a la Ciné, il y a, qu'est-ce que je sais, une bière qu'on commence à la trouver en Corson France. donc. Oui, Est-ce qu'il y a des bières flamandes? Parce que savoir que la Belgique, c'est les Pays-Bas les Pays-Bas catholiques. Et donc, tu as beaucoup d'abbayes, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, beaucoup d'abbayes qui sont arrivées après la contre-réforme, en fait. Hein. voilà, et qui font de la bière, et qui faisaient de la bière. Alors, il y a une bière qui est également très connue et qui est très connue en France, c'est la bière de l'abbaye du Phénix et c'est la bière de Grimbergen. La Grimbergen, Mhm. oui. Je ne sais pas Mhm. si vous la connaissez, c'est une Oui. abbaye avec une très belle église baroque qui se trouve du côté de Bruxelles, dans la grande banlieue de Bruxelles, à Grimbergen, donc le nom de la Oui. localité. Et alors, avec toutes ces bières-là, il est de tradition de servir du fromage. Et on En sert le cube. fromage en cubes. On découpe des tranches épaisses d'1,5 cm. Ensuite, on coupe des petits cubes. Et ce sont des. Souvent, on sert avec la bière donc de l'abbaye le fromage qui lui est relié. Oui. Donc, il est Oui. très courant de dire, voilà, s'il existe par exemple le fromage qui porte le même nom, prendre un exemple, avec une Maretsu qui est produite en Flandre, on va servir des cubes de fromage de Maretsu qui, eux, sont fabriqués en Wallonie. Voilà, tout simplement. C'est un peu ça la Belgique, hein, c'est un peu le surréalisme à la Mais belge, mais c'est ça. parfois, dans les cafés, on te met même un sel à côté, un sel Ah au oui, céleri. il y a un sel au céleri et pas un sel de céleri. Un Ah sel au Alors, oui. céleri.
Je ne sais pas si on trouve du sel au céleri comme ça en France. Non, j'essaie de trouver ça à l'étranger, c'est difficile, hein. impossible. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est donc du sel à proportion de facilement 50-60%, hein, Mm. auquel on a ajouté des graines de céleri moulu. Ah Ça oui, ressemble un petit peu au fenouil ou au oui, carvi, mais enfin, oui, c'est au céleri. Et alors, oui, ce sel, il a un très très fort goût de céleri, et c'est l'accompagnant traditionnel des cubes de fromage. ouais. C'est très rare la personne qui va se laisser servir son petit pot. Alors bon, quand on va dans un café, dans un estaminet, vous savez ce que c'est un Oui, estaminet? On trouve ça oui, en oui, France, dans le Nord, hein. C'est oui, donc À un petit Lille. oui, café populaire. On dirait oui, un pub si on était en oui, Angleterre, hein. oui, Et on vous sert un tout petit ravier où il y a 4, 5, 6 cubes, hein, 5 cubes souvent, oui, de fromage. Et alors, bon, vous pouvez le demander sans sel, mais bien souvent, quand on n'en met pas, euh, on réclame le petit flacon de sel pour en ajouter. Et ça oui, permet de déguster sa bière à son aise. Et de temps en temps, on picore, on prélève avec un cure-dent un de ces petits cubes de fromage. Et c'est la raison pour laquelle tous ces fromages, comme ça, dits d'abbaye, hein, même s'ils ne sont plus fabriqués dans les abbayes même, ont toujours eu énormément de succès et encore actuellement. oui, oui, Alors, il y a également les fromages à pâte dure. Ah, oui, Alors, les fromages à pâte dure, ben, ce sont ceux qu'on qualifie de pâte dure cuite ou pâte dure pressée, hein. Donc, si je veux prendre un exemple le plus courant en France, ben, ce sera le comté, hein, le comté. mhm, mhm, En Suisse, ce sera le gruyère, ce sera l'emmental, bien entendu. Et alors, il y a également les fromages belges de type Gouda. Alors, pour moi, le Gouda était au départ un fromage à pâte demi-dure non cuite, mais en réalité, c'est un fromage qui est un fromage à pâte cuite. Alors, ils doivent contenir au moins 45% de matière grasse sur extrait sec. mhm. Alors, on fait une différence entre... Bon, c'est un peu compliqué parfois la classification des fromages, hein. Vous avez des fromages à pâte dure, mais qui au départ ne sont pas des fromages à pâte cuite. Bon, je Mhm, m'explique. Le fait de faire chauffer le lait mhm, au-delà du tiède, donc quand on le fait chauffer, c'est souvent au-delà de 70 degrés, on en fait des fromages qui ont la capacité de vieillir très longuement et de devenir des fromages à pâte dure. Mais tous mhm, les fromages à pâte dure n'ont pas subi ce traitement-là. Alors, les goudas, par exemple, lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils ont moins de 6 mois, lorsqu'ils ont 2 mois, 3 mois, 4 mois, ce sont des fromages qui sont relativement tendres. On sait les couper, donc comme je le disais, on sait les couper avec une trancheuse ou avec une machine à couper le fromage, hein, qui est une espèce de guillotine comme ça, qui ressemble en fait à un coupe-papier. Lorsque le fromage va devenir plus vieux, lorsqu'on va le laisser affiner, il va devenir aussi dur qu'un parmesan. Donc on a en fait des fromages à pâte dure friable. friables, mais on a donc comme ça des fromages à pâte dure qui ne sont pas automatiquement des fromages dont la pâte a été cuite. Donc c'est le cas effectivement donc du Gouda. Alors bon, il y a d'autres noms de fromages, hein. Il y a le Fagnard, il y a le Bruegelkaas, ce qui veut dire le fromage de Bruegel, hein, aussi. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du fameux Nazareth, qui est donc oui, lui un fromage à pâte dure, mais à pâte cuite celui-là. De nouveau, taux de matière grasse important, hein, sur l'extrait sec. Et alors, lui, par contre, il est cuit dans une cuve qui doit atteindre au minimum 45 degrés. Alors, on a en Belgique encore d'autres fromages, ce sont les fromages de chèvre. Alors, les fromages de chèvre, ce sont des fromages relativement récents. Pourquoi? Parce que la Belgique n'est pas au départ un pays caprin. Vous avez en France de grandes régions. Vous avez entre autres, je dirais, l'ouest de la France, hein, du côté de Tours, etc., où il y a eu énormément, où il y a d'ailleurs toujours énormément de fromage à base de lait de chèvre. oui, Ça s'explique historiquement. Alors on dit même que dans ce coin-là, ça remonte à Charles Martel, dit-on, hein, je ne sais pas si c'est vrai. On dit que lorsque Charles Martel, pardon, a vaincu les Arabes à Poitiers, eh bien tout le monde n'est pas reparti. Il y a toute une série je dirais, de Sarrasins qui seraient restés. Ils avaient leurs troupeaux avec eux, hein, et puis ben, les troupeaux ont été, je dirais, adoptés. Et on raconte, c'est un peu peut-être de la légende, je n'en sais rien, on raconte que l'existence comme ça dans ce coin-là de troupeaux de chèvres et de fromage à base de lait de chèvre remonte à cette époque-là. Alors je ne oui, sais pas si, je c'est ne bien sais pas si possible. c'est de la légende ou s'il y Ouais, a un petit ouais, fond de ouais. vérité. Claude, est-ce que vous en avez entendu parler? Pas du tout. Ah, ok. Mais c'est ça me paraît logique. Ça Disons que tient la route, quoi. c'est
possible en tout cas. C'est tout à fait Alors, possible. ce qui est surtout étrange, hein, c'est la chose suivante, c'est que la chèvre, de par son alimentation, est un animal qui est plutôt montagnard. Mhm. Et on dit toujours que lorsqu'une chèvre est passée quelque part, c'est de là que vient, je dirais l'animosité entre les bergers et donc qui ont des moutons et les troupeaux de chèvres, c'est que la vache et le mouton, lorsqu'ils broutent, ils ont des dents qui leur permettent de cisailler l'herbe. Donc en Mhm. fait, une vache, elle tond la pelouse, hein, Oui. et, Oui. le mouton, il tond la pelouse également. Mhm. La chèvre, elle travaille autrement. La chèvre, elle arrache la plante. Mhm. Donc la chèvre, elle ne va pas cisailler l'herbe, elle va s'emparer du brin d'herbe, elle va tirer dessus et la racine vient avec. Elle va tout Oui. désherber. Elle va tout désherber. Donc c'est la raison pour laquelle la chèvre se retrouve à l'origine dans les milieux beaucoup plus secs. On Oui. retrouve par exemple les chèvres, je dirais dans la partie sud-est de la France, dans tout ce qui est Provence, dans tout ce qui est Garrigue, etc. Parce que la Mhm. chèvre, non seulement elle ne mange pas que de l'herbe, mais elle mange également toutes les plantes dont elle peut profiter, hein. Ah, elle mange tout. Hein. Elle mange tout, la chèvre. Elle mange des trognons de pommes, elle mange des Ah épluchures oui, de oui. pommes de terre, Oui, elle oui. mange des fans de carottes, etc. Mais Ouais. quand elle est dans un milieu naturel, la chèvre, elle va manger tout ce qu'elle trouve et elle Oui. va donc arracher les choses. Pourquoi? Peut-être que c'est physiologique parce que la racine est tout à fait consommable, hein. Mhm. Mais par contre, lorsque la plante est arrachée, ben, la plante ne pousse plus. Ne C'est un peu une repousse pas. lapalissade, mais c'est un Oui. petit peu ce qui se passe. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la région, disons, de la Loire, en gros, hein, parce qu'il y a de la chèvre, si je peux dire, sur tout le cours de la Loire, hein, Mhm. on trouve de la chèvre à Chavignol, hein. Ce n'est quand Oui. même pas une région aride au départ, c'est une région, je dirais, où les choses poussent Oui, gentiment, riche. joliment, Oui. où il y a Oui. des prairies, hein. Oui. Donc, il est un petit peu bizarre que la chèvre ait remplacé, à mon avis, les vaches dans cette région-là, si ce n'est pour des raisons historiques. Voilà. Mhm. Parce que le terrain n'est pas vraiment un terrain de chèvre. On Oui. voit plutôt la chèvre dans les zones, je dirais, plus sèches, plus arides. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de chèvres en Espagne, hein. Oui. Il y a des Oui. fromages de chèvre en Espagne. Oui. Il y en a moins, à ma connaissance, en Italie. Mais l'Espagne, avec ses plateaux à des 600, 700, 800 mètres d'altitude, Mhm. est moins arrosée. La péninsule ibérique est moins arrosée que d'autres régions, et entre autres la vallée de la Loire. Donc, on peut Mhm. expliquer ça comme ça, mais ça mériterait éventuellement que quelqu'un se penche là-dessus et fasse une thèse. Oui. En Oui, tout en cas, s'il y effet. a de l'information qui existe, vous pouvez toujours la communiquer à Guy. Voilà. Alors, les Oui. fromages de chèvre, donc je disais que c'était relativement récent. Par contre, ils ont énormément de succès. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de fermiers qui, à un moment donné, se sont recyclés en chèvrerie. Mhm. Et je connais, je dirais, j'ai côtoyé pas mal, je dirais, la Jura des Goustes Chèvres de Belgique, dont je suis un des membres. En tout cas, j'ai reçu la médaille. Parce qu'à un moment donné, certains fromagers, dont le propriétaire à l'époque de la fromagerie Saint-Michel à Waterloo, a décidé de faire la promotion du fromage de chèvre. Je remonte quand même à quelques temps, hein, ce n'est pas il y a 2 ans, hein, cette histoire-là. Et alors, pour faire la promotion des fromages de chèvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un concours. Alors, un concours auquel nous n'avons pas participé dans les premières années, à l'époque où j'étais en enseignement hôtelier. Mais alors, un beau jour, j'ai reçu du courrier, hein, en tant que chef d'atelier, en disant, ben voilà, ça fait la Xème année que nous organisons le concours chèvre et gastronomie. Pourquoi n'y participez-vous pas? Donc, je suis allé trouver un des professeurs de l'équipe qui s'occupait des élèves de dernière année et j'ai dit, bon, est-ce que ça vous intéresse? Mais voilà ce qu'il faut faire. Alors, au départ, le règlement disait, mais comme le règlement, ça se contourne, hein, il disait, voilà, vous demandez à une de vos classes euh, de réaliser, de promouvoir un plat dans lequel entrerait la viande de chevreau et un autre plat dans lequel entrerait en composition principale le fromage de chèvre. Alors, je ne vous dis pas les difficultés que nous avons eues, c'est pour nous procurer du chevreau. Parce qu'à l'époque, Oui. je vous Oui. parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le Mhm. chevreau n'était pas une viande qui était commercialisée en Belgique très facilement. Il fallait l'importer de France. Mhm. Alors, vous contactiez votre boucher en lui disant, ben voilà, écoutez, je voudrais bien du chevreau. Ah, où est-ce que je vais trouver ça, hein? C'est évidemment pas facile. Où est-ce que je vais trouver ça? Bon, parce qu'en fait, il y avait un problème, c'était la classification de la viande de chevreau. Dans quoi devait-on la mettre? Alors, si mes souvenirs sont bons, on a fini par la classer dans les volailles, parce que c'est Ah, une viande blanche et de petite dimension. oui. Alors attention, ça paraît étonnant de classifier le chevreau dans les volailles, En mais il effet. faut quand même se rappeler que techniquement, le lapin est classé comme une volaille, hein, attention. Volaille, Aussi, Oui. ça, oui. c'est pas une viande de boucherie, le lapin, c'est une Oui. volaille.
Donc, entre le chevreau, qui est finalement un très gros lapin, hein, dans sa Oui, conformité, un très très oui, gros lapin, oui. et le lapin lui-même, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, il fallait classer le chevreau dans la volaille. Seulement, la loi ne le permettait pas encore. Donc, il y avait des problèmes de commercialisation. Donc, il fallait acheter les chevreaux par l'intermédiaire du marché de Rungis. Enfin, bon, tout un bazar. Et c'était ça le problème, c'est qu'il fallait donc justement trouver le produit de base. Alors, la première fois, je ne vous cache pas, on m'a vendu de la chèvre, hein. Alors, je l'ai tout de suite vu parce que l'animal qui est arrivé, c'était une bête qui était toute rouge. Quand on a commencé à la cuire, ça sentait, ben alors là, ça sentait le bouc, hein. Donc, j'ai dû dire à mon boucher, dites là, on vous a attrapé, vous m'avez vendu de la chèvre, comment voulez-vous que je fasse des essais avec ça? Alors, en réalité, ce n'est pas la classe ni l'élève intéressé qui va produire la recette, c'est le chef d'atelier qui se met à table avec un de ses profs et qui dit, voilà, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, on échange des idées et puis on met des recettes au point. Alors, on pouvait envoyer autant de recettes qu'on voulait, mais la recette était censée, je dirais, représenter un élève. Et puis, il fallait créer un dessert ou un plat. Alors, au départ, tout le monde, c'était la mode des salades folles, hein, tout le monde faisait, je dirais, un fromage de type crottin de Chauvignol, salade de chèvre folle, etc. Bon, voilà. Et j'ai dit à mon collègue, j'ai dit non, nous, on va faire autrement que les autres. Si on veut gagner le concours, on va utiliser le fromage de chèvre, non pas en salade et en entrée ou en tant que fromage, on va l'utiliser carrément en dessert. Bah oui, comment est-ce qu'on va faire? Pas de problème. On avait la chance d'avoir, je dirais, à moins d'un kilomètre de l'école, une chèvrerie. Il y avait une charmante dame qui avait un troupeau comme ça de 70 chèvres et qui faisait du fromage sous plusieurs formes. Elle faisait des fromages de type crottin, plus ou moins affinés. Elle faisait donc, elle avait un succès vraiment qui était local, pas mal. Je suis allé la contacter et je lui ai dit, écoutez, voilà, je dois faire un concours et je voudrais bien utiliser le fromage de chèvre pour faire un dessert. Mais vos crottins, je ne sais pas en faire grand-chose. Est-ce que vous pourriez me faire un fromage de type fromage blanc, égoutté 24 heures? Oh, qu'elle dit, aucun problème, je vais vous faire ça, hein. Et alors, on a fait des essais comme ça. On a fait des essais avec le fromage en question. Et on a gagné le concours, je dirais, haut la main. Nous avons été premiers avec d'autres élèves qui s'appelaient Abdallah. Alors, l'année suivante, on reçoit de nouveau la proposition de concours. Alors, cette fois-là, de nouveau, on remplit. On a gagné le concours une deuxième année consécutive. Ah oui, bien, Il faut dire que les écoles qui participaient commençaient à la trouver mauvaise. Bon, j'imagine. qu'est-ce qu'on se dit? Tu avais dit qu'il y avait une bête tête de vainqueur. On se dit, la troisième année, on va de nouveau participer. Donc, on a rentré, mon collègue et moi, plusieurs recettes, de nouveau avec un dessert en fromage. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé, Claude? On a Vous gagné avez une troisième, gagné. on a gagné une troisième fois. Ouais. Là, cette fois-là, on était quasiment personne non grata dans le concours. Et donc, on a décidé qu'on n'y participait plus, hein, parce que ça ne servait à rien. On risquait encore de gagner. Donc, on a gagné le concours pendant... Et alors, attends, Guy, est-ce que Oui, cette dame vous faisait un fromage particulier sur chaque oui, concours? non, c'est-à-dire que c'était toujours le même fromage, c'est-à-dire un fromage égoutté 24 heures, hein, Ouais, un fromage frais, et on utilisait ce fromage qu'elle ne fabriquait pas pour d'autres clients, hein. Et je lui disais, voilà madame, j'entends je bien. me présentais et je disais, voilà, j'aurais encore besoin de vos services, vous pourriez me fabriquer, bon, 1 kilo, 2 kilos, enfin ce qu'il fallait, de fromage égoutté Et suite à 24 ça, heures. elle n'a pas commencé à le produire pour d'autres personnes. Mais il n'y avait pas de demande, parce qu'en réalité, je dirais que les gens qui se rendaient chez elle, ils y allaient pour trouver un fromage équivalent crottin de Chavignol, hein, Ah oui, plus ou ouais, moins sec. ouais. Donc, quand on parle de fromage de chèvre, on pense soit à de la bûchette type Sainte-Maure, hein, soit des pyramides type Valençay, soit des fromages frais cendrés. Ça, elle vendait par contre. Elle faisait des fromages de type Sainte-Maure cendrés au charbon de bois, mais qui Mm, étaient frais. Par contre, ouais. ces fromages-là, type Sainte-Maure, ils étaient déjà trop secs pour ce que je voulais en faire. Donc Mhm. moi, il fallait vraiment un fromage blanc, je dirais un peu égoutté, mais pas trop. Et elle savait Mhm. vraiment la consistance que le fromage devait avoir, parce qu'on avait cherché. J'avais dit, bon, ça, il est un peu trop égoutté, celui-là, il ne l'est pas assez. Donc, entre les deux, ben oui, ça va, maintenant, elle savait vraiment ce qu'il fallait faire. Et alors, surtout, il fallait qu'elle ne sale pas le fromage, qu'elle ne sale pas le cahier.
Parce que Oui. pour faire un dessert, évidemment, Et il alors, fallait comment tu le traitais en dessert? Ah, eh bien, je vais vous donner par exemple deux des recettes, parce que je me rappelle comme ça de deux recettes. La première fois, j'ai fait une tarte, enfin, l'élève a réalisé une tartelette sur une pâte sablée, dans laquelle il y avait en garniture du fromage, il y avait de la banane et il y avait du rhum. Mhm, Voilà. Et alors la deuxième année, j'ai proposé de faire un tiramisu à la framboise et au fromage de chèvre. mhm, mhm. Et alors, j'avais saucé les biscuits avec un alcool qui existe toujours, qu'on savait se procurer à l'époque et que maintenant, je ne sais pas, il faut, à mon avis, l'acheter sur Internet. C'est un alcool de la marque Campari. Alors, Campari, En c'est Paris. l'apéritif traditionnel qu'on connaît bien, un Oui, rouge, là. oui, Et en fait, c'était du cordial Campari. Et le cordial Campari, c'était une liqueur de framboise blanche. d'accord. Et alors, Ouais. forcément, comme le tiramisu était à la framboise, eh bien, le biscuit était saucé au cordial Campari. Je Bon, allez, pourrais bravo. éventuellement un jour redonner la recette à nos fidèles auditeurs parce que ça Oui, pourrait les intéresser. oui, oui, oui. Ouais. Et Et alors, alors, oui, évidemment, ça avait toujours subjugué le jury, hein. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les gens, enfin, les élèves, les candidats, avaient traité le fromage de chèvre en tant que plat fromager, mais non hum, pas en tant que dessert. Et ça, hum. c'était l'originalité. Oui, puis, C'était d'oser oui, utiliser le fromage de chèvre pour un dessert sucré qui n'avait plus rien à voir avec les oui, salades folles et avec des choses comme ça. oui, oui. Mhm. C'était une riche idée. Ben, Dites-moi, il faut mes se amis, démarquer des autres, hein. Quand on veut tout gagner, à il faut fait, faire tout autre à chose que fait. ce que les autres ne font. Je, je suppose, Guy, que tu peux nous parler encore des heures. Ça fait presque 2 heures et demie Déjà, oui, que tu parles. Et mais nous tu n'en n'avons es qu'à la encore, moitié, là. bon, je ne suis même pas au tiers, nous n'avons encore abordé aucun fromage en tant que tel. Alors, ce que je vous Alors, propose, c'est de oui, n'en prendre qu'un seul, oui, hein. Et Oui. d'accord. puis, je vais en parler maintenant. Et alors, comment dirais-je, on refera dans un autre épisode les autres fromages que j'avais choisis. On fait ça? Ab- Oui. Absolument. Je pense que c'est Voilà. une bonne idée parce que déjà 2 heures et demie, ça va faire, à mon avis, deux épisodes là, où tu nous as parlé de la technique du fromage, comment ça se passe, comment est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dans le lait. Donc, et donc, dans l'épisode futur, là, on va vraiment on va On- parler, tu vas parler des fromages, Voilà. mais tu vas nous mettre l'eau à la bouche avec un premier fromage. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, je n'ai pas encore Parfait. parlé dans tous les fromages qu'on pouvait trouver, des fromages bleus. Alors, les Oui. fromages bleus en Belgique, ben, ce sont des fromages qui sont relativement confidentiels et qui, en tout cas, l'étaient jusqu'à il y a, on va dire, une grosse vingtaine d'années. Les fromages bleus étaient des fromages que nous avions l'habitude de consommer lorsqu'on allait en France, qu'on trouvait dans nos commerces, hein. Et je me rappelle du premier fromage bleu auquel j'ai été confronté. C'était chez un marchand de produits italiens, mais qui ne vendait pas que des produits italiens. On était vraiment là au début des années 70. Et j'étais parti faire des courses avec maman. Et puis, on va dans ce magasin. Et alors, elle dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce fromage-là? Alors, on avait une petite réticence au niveau des fromages bleus parce qu'il y avait de la moisissure dedans. Ben Alors, c'est oui, un petit peu bête parce que finalement, quand on mange un camembert, on a de la moisissure qui est dehors, hein. Donc, évidemment. finalement, c'est un peu bête. Et je me rappelle que maman avait acheté du Roquefort, parce que ça, je m'en rappelle très bien. Elle est rentrée à la maison, elle en a mangé, et alors elle a été malade. Alors, est-ce qu'elle en a été malade parce qu'il y avait un problème dans le fromage, ou bien tout simplement parce que comment dirais-je, moi, elle avait de la réticence à le manger et que ça a Mhm, influencé sur sa mhm. digestion. C'est Donc, possible. les fromages bleus, on n'en trouvait pas beaucoup. Alors maintenant, on en trouve évidemment beaucoup plus, hein. Je vais vous en citer quelques-uns et puis j'en choisirai un pour faire la démonstration. Mhm, Donc, il y a le bleu des moines. Alors, le bleu des moines, c'est un fromage qui est produit à l'abbaye, enfin, qui est produit avec le nom de l'abbaye dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui produit le bouquet des moines. Et alors, ils se sont rendus compte que le bouquet des moines avait un grand succès et ils ont fait une variante de ce fromage-là dans laquelle il y a du bleu. Alors, c'est un fromage qui ressemble un petit peu au Cambozola pour ceux qui connaissent. Donc, Hmm. il a une croûte blanche, il a une croûte fleurie, il a une pâte qui est très molle, qui est très tendre, mais par contre, il y a du bleu à l'intérieur. mhm, Alors, il y a le pas de bleu, hein, pour citer un autre fromage. Il y a un autre fromage que j'ai vraiment découvert ici qui s'appelle le Vinigebourine. C'est un nom flamand. C'est un fromage qui ressemble un petit peu à un gouda, mais dans lequel il y a du bleu. Il y a un autre fromage qui a eu beaucoup de succès et je me demande s'il existe encore parce que je ne l'ai plus vu depuis longtemps. C'est un fromage qui porte le nom de Château d'Arville. Alors, le Château d'Arville, il se trouve dans la localité du même nom,
en Wallonie. Par contre, le fromage était produit par une laiterie qui se trouvait en Flandre. Donc, à mon avis, ils avaient acheté le nom. Alors, il y a un autre fromage de grande dimension qui ressemble un peu, on va dire, qui a des airs un petit peu de Stilton. C'est le bleu de Franchimont. Il y a également le bleu de Lignette. Et alors, j'ai eu l'occasion de déguster d'acheter chez ma fromagère préférée un fromage qui m'intriguait, c'était le bleu des grottes. C'est de nouveau un fromage qui est produit en Wallonie, mais qui est affiné dans des grottes. Et alors, il se couvre extérieurement d'une moisissure, en plus de l'intérieur d'une moisissure, je dirais, un petit peu vert de gris bleuté, comme ça. Il est peu engageant et par contre, il est très bon. Par contre, celui dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est le Gravenbrucker, qui s'appelle également Hackelseblow et qu'on traduira en français par le bleu d'Achel. Alors, Achel, ça s'écrit Achel, et c'est une localité qui se trouve jouxtant la frontière nord de la Belgique avec les Pays-Bas. On fait quelques centaines de mètres et on se trouve aux Pays-Bas. Alors, je vais vous raconter son histoire. Mais il y a une bière aussi, la bière Et il y a la d'Achel. Trappiste d'Achel, qui est donc, il y a C'est ça, hein? également une Oui. abbaye là-bas qui produit donc la fameuse Trappiste, qui est la bière de l'abbaye d'Achel. Alors, ce fromage-là, comment est-ce qu'il se présente? Alors, il se présente sous forme d'un cylindre qui fait à peu près 20 cm de diamètre pour un poids de 4,5 kg. Et c'est un fromage qui est marbré de bleu. Et quand on dit marbré, l'expression n'est pas usurpée. Il est véritablement marbré de bleu, mais il n'y a aucune piqûre dans ce fromage-là. Donc, contrairement au Roquefort, par exemple, je dirais l'installation des moisissures ne se fait pas au moyen d'aiguilles qui sont piquées dans le fromage. Alors, comment fabrique-t-on ce fromage-là? Je vais vous l'expliquer. On prend le caillé, on le prend à la louche, hein, et ce sont les parties extérieures, je dirais, du caillé qui sont ensemencées avec le Pénicillium roqueforti. De sorte que quand on va couper le fromage par la suite, on a vraiment l'impression d'avoir une plaque de marbre qui va donc veiner le fromage de ligne vert bleuté. Alors c'est un fromage qui est extrêmement, qui est doux, tout en ayant beaucoup de caractère, et qui peut se laisser affiner. Alors il est réalisé à partir de lait cru frais, bien entendu, et il peut maturer jusqu'à une dizaine de semaines sans problème, et le goût augmente évidemment avec la maturation et avec l'affinage. Et néanmoins, c'est un fromage de bonne conservation. Alors, comment est-ce que ce fromage-là est arrivé? Parce que c'est un fromage qui est relativement récent. Hein. Nous nous trouvons donc dans le village d'Amont-Hakel, qui se trouve donc, là, comme je l'ai dit, tout près de l'abbaye à la frontière des Pays-Bas. Et en 1990, vous avez deux frères, les frères Bonnen, qui s'appellent Peter et Riet, qui reprennent la ferme de leur papa. Alors, le papa fabriquait déjà du beurre, lui. Hein, et il décide, comme le fameux Peter, un des frères, avait fait l'école agricole, il avait appris donc dans l'école agricole à fabriquer du fromage, et il décide donc de se mettre à fabriquer du fromage pour diversifier, je dirais, les produits produits par la ferme en question. Et il crée une fromagerie qui va s'appeler Catharinadal, pardon, et qu'on pourrait traduire en français par la vallée de Catherine. Oui. Et à l'époque, il produisait à peu près 150 produits différents de type fromager. Alors, quand on dit 150 produits, entendons-nous bien, vous faites des fromages frais, vous les roulez dans du poivre, c'est un produit, dans de la ciboulette, c'est un deuxième, dans des fines herbes, c'est un troisième, etc. Et il produisait déjà du fromage bleu. Mais l'épouse donc du fermier qui fabriquait le fromage, il y en a un qui fabriquait le fromage et l'autre qui s'occupait de traire les vaches et de les entretenir, pardon, elle n'appréciait absolument pas le goût des fromages bleus qu'il produisait. Et je suppose qu'il produisait des fromages, je dirais un petit peu de type fourme d'Ambert ou bleu de Cantal, etc. Donc elle n'appréciait pas. Et c'est grâce à son mari, c'est son mari qui s'est dit, bon, ben, je vais produire un fromage que ma femme va aimer. Et il a donc produit ce fromage-là. Alors, on va remonter maintenant dans le temps, on va s'approcher de nous et on va arriver en 2009. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un fromager, donc quand je dis un fromager maintenant, c'est quelqu'un, on va plutôt dire un crémier, donc quelqu'un qui vend des fromages mais qui ne les fabrique pas, qui est choisi pour représenter la Belgique au concours international qui a lieu à Lyon, où il y a je dis le nom, comment est-ce que ça s'appelait ce concours-là? Tiens, j'ai oublié. Ça me reviendra. Enfin, c'est un concours qui se passe à Lyon et qui a lieu chaque année. Le KCUS Award, voilà, c'est ça. Donc, c'est un concours international où divers fromagers viennent concourir pour être les meilleurs fromagers du monde. OK? Donc, une des épreuves consiste à présenter un fromage de leur localité ou des environs. Et le fromager en question, qui représente la Belgique, décide d'aller avec son fromage, qui est le fameux bleu d'Achel, hein, donc,
Et figurez-vous qu'il obtient la cote maximale et qu'il a la cote de 18,33 sur 20. Ce qui veut dire que cette année-là, le meilleur fromage du monde n'a pas été un fromage français, c'était un fromage belge, et c'est, paraît-il, le meilleur fromage bleu du monde. Et Et toc. par sa texture et par sa présentation. Donc, Ah, ah. évidemment, nous avons évidemment fait une promotion de ces fromages-là en Belgique et dans le monde, et en consultant un petit peu ce qu'on en disait sur Internet. Donc, j'ai tapé Bleu d'Aquel, etc. Et j'ai vu que certains fromagers français, entre autres dans la vallée du Rhône, avaient plaisir, c'était des fromagers d'exception, à commercialiser ce fameux fromage belge et à en parler. Très bien, Donc voilà. Alors très pour vous bien. donner une idée, j'en ai mangé à 2 reprises, puisque ma fromagère préférée en a pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir, vous n'allez pas me croire, mais d'après vous, combien est-ce qu'on produit de ces fromages par semaine? Pas assez. À mon Ah avis, non, pas assez. pas assez. Pas Ah, assez, parce ouais. qu'ils ont un troupeau de vaches. Alors, comme vaches, ils n'ont pas des fameuses Ils Pays n'ont pas blancs et noirs, d'Holstein. ils n'ont pas d'Holstein. Ils ont Ouais, une race flamande, ouais. une race flamande locale, qui, je pense que c'est une pie rouge, donc c'est une vache qui a à la fois du blanc et du rouge, et c'est la race locale des environs. Donc, ils ne produisent pas assez, parce qu'ils font d'autres produits, évidemment. Mhm, Si ce n'est mhm. qu'un de leurs nombreux produits. D'après vous, combien de fromages comme ça produit-on par semaine? Je ne sais pas, 100 kilos. Ben, on en produit 13 pièces, aux Hein? dernières nouvelles. Ah oui, On en 13 produit pièces. 13. Alors 13 pièces qui font 4 kilos, Ah oui, 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 4 oui. kilos et quelques. Vous Ouais. vous rendez bien compte que c'est même pas 100 kilos, quoi, c'est déjà nettement moins. Oui, oui, c'est Alors, beaucoup moins. Oui, c'est la moitié. ils n'ont pas décidé, aux dernières nouvelles, il y a une telle demande, mais jusqu'à preuve du contraire, ils veulent rester donc dans un Mhm. standard de qualité. Oui, Ils ont assez pour vivre. Alors, il faut aussi savoir que on peut avoir beaucoup plus de vaches, mais il y a beaucoup plus de travail. Et bien alors, il faut sûr, aussi des champs pour mettre les vaches à paître. absolument. Donc, ils ont sans doute un terrain qui est limité. Donc, c'est un fromage d'exception. C'est un fromage qu'on s'arrache. C'est un fromage qui n'est pas produit, enfin, pas disponible tout le temps. Tu veux me Donc, redire son nom, Guy? le bleu d'Achel, Le bleu d'Achel. D apostrophe, et puis après ACHEL. A-C-H-E-L. D'accord. Voilà donc un fromage belge dont j'avais envie de vous parler parce que Eh c'est un bon, fromage d'exception. d'accord, mais tu as bien fait de nous parler de ça. J'ai noté, Alors, idée de prix, moi quand je l'ai acheté, c'était 49 € le kilo. Oui, bien sûr. Je Voilà. pensais que ça pourrait être plus. En tout cas, en Belgique, maintenant, peut-être qu'un Oui, fromager en France, vu qu'il a d'autres frais, va peut-être le vendre plus cher. Moi, je vous plus parle du prix que cher. je l'ai acheté Oui. Ah chez oui, ma fromagère. il est vraiment marbré, il est très beau. Je regarde Il est très, les très beau. photos sur Google. Ouais. Oui, il est très, très beau. Wow. Oui, je vais regarder un petit peu déjà pour. Donc, est-ce que ça vous a donné envie de venir le goûter? Eh ben évidemment. Ou plutôt qu'on en amène si on a l'opportunité, si un jour on se A- voit a- de visu. Absolument. Si on J'ose en même pas. trouve. Oui, oui, j'ose même pas dire. Est-ce qu'on risque d'en trouver sur Internet? C'est vraiment pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il est vendu par des fromagers en France, bon, je Ouais. dirais des fromagers qui ont pignon sur rue, si on peut employer l'expression. Oui, on a un MOF fromager à Annecy, Monsieur Gay. Peut-être lui Euh, demander, ouais, ouais, je vais lui poser la Oui, mais il sera question. disponible à un prix gastronomique. Ah, c'est Oui, clair. oui, ben, déjà que lorsqu'on rentre dans la boutique de Monsieur Gay, qui est une belle dans la zone piétonne d'Annecy, la rue Carnot, il a une très belle boutique. Tu te demandes si tu rentres, enfin, tu n'imagines pas que tu rentres dans une fromagerie, enfin, chez un fromager. Je ne sais pas si c'est une Ça ressemble à une bijouterie, bijouterie. voilà, j'allais le dire. Oui, Ça ressemble plus à une bijouterie oui, qu'à une oui, fromagerie, voilà. ces fromages c'est vraiment très beau, c'est très bien présenté. C'est vraiment magnifique, quoi, vraiment Mais magnifique. en fait, dans les fromageries, c'est comme dans tous les autres commerces, on trouve de tout. On va trouver la fromagerie, je mets des guillemets, banale, Ouais, où on va trouver des fromages très courants, si ce n'est qu'ils sont peut-être fermiers plutôt que d'être industriels, mais ouais, où il y aura les grands standards habituels. Et oui, puis, il y a des fromageries d'exception, avec forcément, comme on dit, si c'est un meilleur ouvrier de France, on va trouver, disons, des produits d'exception également. Et alors, il aura à cœur de prendre dans chaque pays, je dirais, les meilleurs produits. Il va prendre
Il va Sauf s'il prendre du est un peu Stilton. chauvin, parce que les Français sont quand Oui, même mais parfois connus pour ça. Hein. je vais dire que moi, les sites que j'ai consultés et où je suis tombé dans mes recherches sur le bleu d'Achel, sur des fromageries françaises, ce qui ne l'était pas suffisamment, puisqu'ils vendaient et commercialisaient un fromage qui n'était pas d'origine française. Ouais. Il faut se rendre compte qu'au niveau des fromages, on a de grands standards dans tous les pays. Oui, Il y a le Stilton en Angleterre, il y a, il y a les fromages de la Mancha en Espagne, il y a le Gorgonzola entre autres, mais pas que, il y a le parmesan Mhm. et plein d'autres fromages. Moi, j'ai goûté des fromages italiens oui, moi aussi, oui. d'un magasin spécialisé en produits italiens. Il y a des choses d'exception dans les Oui, fromages des italiens. pecorino qui sont Oui, très, et très alors un bons. fromage que je trouve génial, c'est le camembert au lait de bufflone, par exemple, hein. C'est un Le fromage camembert au lait de au quoi? lait de bufflone. Ah oui, oui, ah ben, Oui, 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 bien là, sûr, pardon. bon, là, on est dans Oui, les 7 euros le oui, oui, fromage, oui, mais, et il n'est bien pas sûr. grand, mais Ouais. quand on a ça sur un bout de pain, on peut faire des cumulets tellement c'est bon. Ah oui, 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 Euh, absolument. j'ai également goûté un autre fromage que j'achète régulièrement. C'est un fromage de chèvre qui se présente sous forme d'un grand carré, je dirais de 20-25 cm de côté et de 6 cm de haut. C'est un fromage de chèvre, pâte molle, croûte lavée, mais par contre à la truffe. Alors il est génial. Et les Italiens font beaucoup de fromages à la truffe, Hmm, que ce soit des fromages à pâte molle, à pâte oui, dure, et qui sont géniaux, hein, que ce soit la oui, truffe noire ou la truffe blanche. oui, oui. Donc un fromager, même en France, va dire, ben, si je veux, je voudrais toucher un public d'exception, je dois vendre des produits d'exception, hein, donc c'est la même chose. Oui, oui, absolument. Alors, bon, je vais lui poser la question quand même. Et bon, alors, c'est bien de nous avoir euh, parlé de ce bleu d'Achel, qui est le premier grand fromage de ta liste, Guy. Donc, on imagine que les autres Mais vont les être. autres ne sont pas forcément aussi somptueux parce que celui-ci, il a gagné un concours. Oui, oui, Les bien autres sont des sûr. fromages peut-être plus courants, mais par contre, Oui, assortis de recettes de cuisine, oui, oui. ce Non, qui est mais parfois intéressant. oui, mais tu vois, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu as dit, Guy, c'est effectivement l'histoire de la fabrication de ce fromage d'Achel, de ce bleu d'Achel. Tu vois, rien que ça mériterait. Comment est-ce qu'il a fait pour changer le goût de son fromage, le monsieur, pour que ça plaise à son épouse? Tu vois, tout ça. C'est-à-dire que la manière dont le fromage est fait, on voit les marbrures, hein. Alors chaque fois qu'il y a une marbrure, je dirais, une partie de caillé qui a été prélevée à la louche. Alors, euh, la dispersion du pénicillium se fait le long de ces marbrures, Je tandis comprends que, bien. tandis que dans d'autres fromages, ça se fait en piquant le fromage. Alors, finalement, c'est un fromage qui a une texture différente des bleus Oui, habituels. Il n'est pas friable de la même manière, il n'est pas oui. cassant, Et il est alors, doux. pardon, est-ce que tu penses que que ce monsieur qui a fait le bleu d'Achel, c'est le premier qui a eu l'idée de mettre les louches de manière successive en laissant. Je dirais que je trouve un petit peu de ressemblance avec certains fromages anglais ou irlandais. Ouais, Il y a des fromages comme ça, Marc va peut-être pouvoir ajouter, des fromages qui sont marbrés en Angleterre et qui sont marbrés parfois en rose, parfois en vert, selon les choses que l'on Oui, y met. mais si, je veux dire, en Angleterre, la culture fromagère est beaucoup plus pauvre. Et c'est une question que je voulais te poser justement, parce qu'il y a du fromage rouge, Oui, orange, c'est ça. et des fromages avec des groseilles dedans ou des Oui, oui, tout à cranberries fait. Oui, oui. et des fruits. Oui. Donc, j'ai pas le souvenir bon, il n'y en a pas beaucoup disponibles, donc je j'ai pas Ben, vraiment creusé le sujet ici parce qu'à part le bleu des, comment dire, le bleu des Cornouailles et le ouais. Stilton. Mais il y a le Shropshire qui est bleu aussi, hein. Oui, oui, mais écoutez, bon, Alors, il y mes a des amis, fromages à la sauge, il y a des fromages à toutes sortes d'herbes aussi en Angleterre. oui, ils aiment bien faire des assemblages de ce type-là qui, je pense pas on en voit encore beaucoup chez nous, quoi. Il me semble qu'il y a une époque, c'était la mode, mais ouais. j'en Sti- vois plus, quoi. Stilton, on trouve assez facilement chez nous, mais bon, les autres. Mais le Stilton, c'est le grand standard du fromage anglais, hein, c'est le Oui, oui, Stilton, hein. oui. Si on doit en Euh, connaître qu'un dans le pays, c'est celui-là, hein. ouais, ouais, très bien. Peut-être on va clore Oui, ce premier chapitre
Qu'en pensez-vous? Mais que c'est Oui, une non, bonne ça va. idée. Bon, on va se retrouver donc la prochaine fois On va se retrouver plus pour la tard, il n'y a pas de suite. Hein. problème. Voilà, Puis on va laisser les gens. parce que j'ai dans un quart d'heure, 20 minutes, j'ai un autre Zoom avec une partie de la famille un peu disséminée. C'est Ah oui, donc c'est la réunion du dimanche. Voilà, le dimanche. Alors, c'est beaucoup de Zoom, comme je disais l'autre jour, c'est 6 heures de Zoom. On a une C'est première partie fatigant, de la hein? famille à 11h30, ça va jusqu'en Australie. Et la deuxième partie de la famille, c'est à 18h30 le dimanche. Ah oui. Voilà. Mais en Amérique, c'est dans le Harvard Business Review, ils ont publié les rapports de travaux de quelqu'un qui a remarqué on avait détecté, enfin, on avait, comment dire, oui, reconnu qu'il y avait, enfin, on a observé qu'il y avait ce qu'ils appellent la fatigue de Zoom. Oui, tout à fait. J'en ai entendu parler. Les gens commencent à devenir fatigués parce que c'est très fatigant. C'est pas la même chose que d'assister à une réunion normale. Oui. On est Une vraiment rivé à intention, hein. l'écran. Oui. Il faut continuer à regarder l'écran, etc. Et donc ça crée une fatigue qui n'était pas identifiée jusqu'à présent. Oui. Exact. Oui. Donc Exact. bon courage pour ça. Bon courage à tous ceux qui font des zooms. Oui, oui. Merci beaucoup, Guy. Tu es vraiment une encyclopédie à toi tout seul. On se fait quand même un peu aider aussi. Hein. Oui, oui, bien On sûr, ne bien pas sûr. tout ça sans avoir consulté avant. Hein. Oui, oui, mais tu ne te contentes pas seulement que d'exposer ce que tu sais. Eh bien, la prochaine fois, nous aurons 3 ou 4 fromages, mais je dois vous donner des recettes qui sont difficiles à trouver, donc j'en profiterai pour vous les donner. D'accord, formidable. Et on commencera, à mon avis, par le fromage de Werf, qui est l'autre grand fromage du pays. Incontournable, oui. Mais donc, on était parti pour faire un épisode en commun. Donc là, maintenant, on va en avoir 3, 4. Mais il risque d'y en avoir un certain nombre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Guy, d'avoir écouté Marc. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt, Claude. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. Bye bye.